Il est 20h10 à Paris. Nous avons invité Xavier Coste, auteur de bande dessinée et illustrateur. Il avait été remarqué pour ses biographies Egon Schiele, Vivre et mourir, Rimbaud, l'indésirable ou encore A comme Eiffel. Il s'est définitivement imposé avec l'adaptation de 1984 de George Orwell. Et parce que cet épisode déploie des thèmes passionnants, eh bien, il est revenu avec Journal de 1985 aux éditions Sarbacane. Vous le voyez à l'image. Bonsoir Xavier Coste. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous devriez être en principe à Angoulême, mais la grippe vous a gardé avec elle à Paris. Alors vous allez mieux, heureusement. On peut malgré tout retrouver vos œuvres, vos planches à Angoulême en ce moment, puisqu'il y a une exposition consacrée à la science-fiction. Et donc là, il y a tout un collectif d'artistes qui est rassemblé. Et vos dessins sont à découvrir aussi là-bas. Alors, parlons de votre œuvre. Déjà, à si jeune âge, vous avez déjà beaucoup produit, beaucoup impressionné. Vous vous êtes tout d'abord, pas tout d'abord, parce que je disais il y a eu d'autres livres, mais vous vous êtes notamment approprié ce roman de George Orwell, 1984. S'approprier un tel roman aussi mythique, c'est une chose, mais en plus, vous avez décidé d'en faire une suite, c'est placer la barre très haut. Qu'est-ce qui vous a pris? Comment fait-on pour poursuivre cette œuvre d'Orwell? J'ai eu une relation très particulière à l'œuvre d'Orwell. En fait, j'ai découvert le roman 1984 quand j'étais adolescent. J'avais déjà envie de faire de la bande dessinée à l'époque, mais je ne savais pas quel genre d'histoire allait m'animer. Et en fait, en tombant sur le roman, j'ai tout de suite eu des images en tête. Et ça, c'est plutôt bon signe, parce que faire un album de bande dessinée, on ne s'en rend pas forcément compte. Quand on le lit, c'est assez rapide, mais en fait, ça demande entre 1 an et 3 ans de travail. Et donc, 1984, c'est un roman qui m'a pris 3 ans de travail à temps complet. Mais c'est un projet que j'ai maturé pendant des années, parce que c'est un projet que j'ai eu adolescent, mais il a fallu que j'attende déjà d'être adulte, de faire d'autres albums, et ensuite que le roman tombe dans le domaine public. Donc finalement, j'ai vécu 15 ans avec ce livre, et en vivant 15 ans avec ce livre, j'ai eu l'idée assez folle d'imaginer ce qui pourrait se passer ensuite. C'est ce que disait Picasso à la création quand on lui demandait combien de temps avez-vous mis pour produire cette toile. Il disait toute une vie en somme. Il faut toute une vie pour préparer une œuvre et on comprend qu'il y a eu cette maturation pour vous. Ce processus créatif, je reviens sur 1984. Alors là, voilà, c'est votre livre. Je le montre, il est assez incroyable. Hein, donc il y a un pop-up, voilà, on peut le déplier. En tous les cas, c'était pour la première édition. C'est pas le cas forcément pour les rééditions. C'est un très bel ouvrage. Vos 2 livres ont une forme carré, c'est vraiment très spécifique, ce qui maintient un enfermement. On est vraiment dans cet univers presque carcéral dans vos livres. Pour le processus créatif de 84, comment avez-vous fait pour retranscrire en images, en somme, en dessin, des mots? Comment est-ce qu'on fait cette transformation-là? Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait un rapport assez charnel avec le texte. On m'a souvent proposé d'adapter des romans, mais si j'ai pas un amour immodéré pour le livre ou pour la narration, ça tombe à plat. Je pars du principe qu'en fait le dessin c'est quelque chose de très sensible. Un dessin que je vais faire, il va être imprimé et livré tel quel au lecteur. Donc je pars du principe que si l'auteur s'est ennuyé ou n'a pas eu une émotion sincère au moment où il faisait la planche, le lecteur va s'ennuyer encore plus. Et du coup, avec Orwell, ce qui s'est passé d'assez fabuleux, c'est qu'en fait, pas une fois je me suis ennuyé, et en lisant et en relisant son roman 1984, j'avais envie de dessiner toute l'histoire de A à Z. Donc finalement, le travail s'est fait bizarrement assez naturellement, parce qu'il a fallu faire des coupes. Bien sûr, le roman fait entre 200 et 300 pages, donc je ne pouvais pas tout mettre, mais je voulais qu'on ait la sensation de lire le roman dans sa globalité, mais il a fallu que j'ai un travail de coupe. Et ça, c'est plus une question d'affect. Il y a forcément des passages qui m'ont plus ou moins marqué, et c'est une question de style aussi. Un auteur peut s'approprier le roman d'une autre façon qu'un autre. En fait, il y a eu plusieurs versions de 1984 en bande dessinée, et en fait, ça donne des bandes dessinées complètement différentes. Et chacun s'y retrouve en fonction de sa sensibilité. Alors ça, c'est donc Journal de 1985. Qu'est-ce que vous vouliez faire passer avec ce prolongement de 1984 ? Alors, ce qui s'est passé d'assez étrange, c'est que, comme je le disais, j'ai vécu pendant des années avec 1984, mais quand j'en parlais aux éditeurs, souvent, ils me disaient que le roman était tombé en désuétude ou que ça ne les intéressait pas. Mais après, il faut imaginer qu'on était 10 ou 15 ans en arrière. Et quand j'ai commencé à travailler sur 1984, on était encore dans un monde à peu près normal. Et je l'ai terminé en plein confinement, où tout était bousculé, les libertés n'étaient pas forcément acquises. Et puis ça a développé plein de noirceurs chez l'être humain. En fait, j'avais l'impression de toutes parts. On était dans l'invective, on était dans quelque chose d'assez sombre et d'assez complotiste. Et c'est quelque chose qui m'angoissait. Et j'avais besoin de parler de ce moment-là qu'on a tous vécu ensemble.
Mais j'ai eu besoin de digérer ces événements pendant 2-3 ans avant de livrer 1985. Mais je voulais vraiment que ce soit en filigrane de mon livre et que ce ne soit pas une dénonciation directe de tout ça. Mais contrairement à 1984, dans 1985, on retrouve des références à l'actualité. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que sur mes précédents livres, je cherchais complètement à fuir l'actualité. Et ces dernières années, l'actualité est tellement présente qu'on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Donc fatalement, surtout quand on se penche sur une œuvre de science-fiction ou d'anticipation, on entre forcément en résonance avec ce qui se passe de nos jours. Et mes préoccupations face à l'actualité étaient de plus en plus grandissantes. Et j'exprimais le besoin et le sentiment qu'il fallait que j'en parle et que j'exprime une certaine colère. Et je trouve ça plus sain d'exprimer mon avis et ma colère à travers une histoire plutôt qu'à travers quelque chose de plus direct. Je veux vraiment que tout ça soit assez ténu et qu'il y ait avant tout un plaisir de lecture, mais qu'il y ait en sous-couche, on puisse avoir des clés de compréhension sur des choses qu'on est en train de vivre. Alors ce renversement des valeurs, on le perçoit tout de suite, la lecture de 1985, la guerre c'est la paix, l'ignorance c'est la force. Il y a aussi chaque jour la minute de la haine, moment de communion encouragé par le ministre de la paix. Vous comprenez les renversements, un monde à l'envers, la haine crée l'union. On dit un monde à l'envers et pourtant la haine crée l'union. C'est quelque chose que l'on vit aussi aujourd'hui dans certaines parties du monde. Voilà, on retrouve ce que vous dénoncez vraiment dans notre mode de vie. Il y a tellement de choses, effectivement, que ce soit le renversement sémantique, qui est quelque chose d'assez intéressant, qu'on constate même en France finalement, où les mots vont être vidés de leur substance, où on va utiliser un mot qui veut dire complètement autre chose. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et aussi, pour moi, le thème majeur de Journal de 1985, c'est de questionner l'engagement qu'on a face à nos convictions personnelles. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que quels que soient les camps, quel que soit l'investissement politique, finalement, on se met toujours à agir comme les gens qu'on prétend combattre. Et c'est quelque chose que je constate tous les jours. Je trouve qu'il n'y a pas un jour où on n'est pas comme ça des ressentis assez insultants, que ce soit sur les réseaux sociaux ou face à quelqu'un qui a une pensée différente, qui me terrorise un peu et je ressentais vraiment le besoin d'en parler. Vous mettez en image aussi l'effacement face à l'endoctrinement, notamment ce regard, ces yeux qui disparaissent progressivement. Plus l'endoctrinement est fort et plus vos personnages perdent leur regard. Cette capacité de discerner, c'est là que se situe le risque. Complètement. En fait, on est aussi un peu abreuvé et noyé par des informations qui font que finalement on perd aussi le fil de ce qui est important et on est aussi dans une sorte de basculement où finalement il y a une vérité officielle et une vérité qui est toujours contrebalancée. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, il y a toujours besoin de contrebalancer une version officielle et la version officielle va être peut-être même un peu trop étirée. Je trouve qu'on n'avait pas ça il y a quelques années, c'est-à-dire que tout est remis en question et finalement c'est assez fatigant. On le voit sur vos planches, tout ce que vous nous racontez avec vos mots, vous le mettez en images. Et c'est ça qui est absolument incroyable avec votre trait, avec les couleurs que vous choisissez. Là, on a ces planches sans texte, justement. Ce sont des moments de respiration que vous offrez au lecteur pour que la pensée, et on parle d'un monde qui va très très vite, qui laisse peu de place à la pensée. Et là, il a le temps de se déposer et de s'interroger sur ce qu'il voit. Oui, c'est aussi l'avantage de faire des livres comme mon éditeur m'offre la possibilité de les faire. C'est-à-dire que je fais des livres qui font entre 200 et 300 pages et qui ont des formats assez originaux. Donc on est sur un format carré. Et le fait d'avoir autant de pages me permet d'avoir des planches de respiration et finalement de sortir un peu d'une narration classique en bande dessinée. Et bizarrement, les planches que je préfère faire finalement, c'est les planches muettes où il y a juste une seule image. Donc finalement, on sort de la bande dessinée. Et pourtant, pour arriver à cette image-là, j'ai besoin de beaucoup écrire. Et au fur et à mesure que je travaille sur les images, en fait, j'enlève le texte. Finalement, c'est assez paradoxal, mais c'est ça aussi que... C'est le mot qui sort progressivement pour laisser la place au trait de crayon. C'est ça. Et puis, il y a aussi le fait que quand je travaille sur un livre, en fait, chacun de ces livres m'a pris à peu près 3 ans de ma vie. Donc, j'ai passé 6 ans sur les 2 livres. Donc, forcément, quand je commence un livre 3 ans plus tôt, j'en ai pas forcément l'idée... qui correspond au résultat final. Et j'aime bien le fait que ça reste une matière vivante. C'est-à-dire que des planches que j'imagine extrêmement bavardes, finalement, vont se retrouver à être des planches muettes ou à être des pleines pages purement contemplatives. Est-ce que vous pensez, malgré tout, que de cette œuvre graphique, on peut revenir à la littérature? Est-ce que ça rouvre, ça lui permet de cheminer vers la littérature? Je pense que c'est un enjeu intéressant et qui se fait naturellement. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de lecteurs, et j'en suis assez surpris,
qui viennent directement sur 1985 et qui me disent qu'ils ont tellement vécu avec le roman 1984 qui finalement ils n'ont pas l'envie de le lire en bande dessinée. Je trouve assez étrange, quoi. Et du coup, pour eux, c'est assez naturel finalement de faire le lien du roman vers la bande dessinée, alors que j'aurais cru plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les gens allaient plus découvrir le roman à travers la BD. Je voulais qu'on parle de votre prochain projet, Une île déserte, c'est ça? Oui, parce que je ne travaille pas que sur des choses extrêmement sombres. Il faut savoir qu'avec 1984, j'ai eu la chance d'avoir un prix assez important, qui est le prix FNAC France Inter, qui était remis par Antoine Decaune. Et ça m'a permis de faire sa rencontre. Et comme ça, 3 ans plus tard, on a fait une bande dessinée qui sort le 28 mars, et qui est vraiment le projet dont j'avais besoin au sortir de 1985, qui était un livre important pour moi, mais qui était sombre. C'est-à-dire que je me suis plongé dans quelque chose de plus lumineux, notamment même en termes de couleurs. Et encore une fois, on est parti d'un matériau vrai, un matériau véridique. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, ça raconte l'histoire du père d'Antoine Decaune, Georges Decaune, qui était un présentateur de télévision assez connu. Et en fait, dans les années 1960, il avait 40 ans et s'est mis en tête de se naufrager lui-même et de partir sur une île déserte pendant 1 an, seul avec son chien. Et il était en partenariat avec France Inter. Et il devait faire une chronique radio tous les jours. Et en fait, Antoine Decaune a retrouvé le journal intime de son père et on s'est servi de ça pour faire une BD à la fois universelle et intime. Et j'ai hâte de la faire découvrir aux lecteurs. 28 mars, merci beaucoup Xavier Coz d'être venu sur notre plateau nous présenter vos œuvres. On l'aura compris, on aura, j'espère, donné envie à nos téléspectateurs de découvrir cela.